soyez les bienvenus dans votre magazine Justice et Promotion. Et c'est les tout premiers numéros pour cette année 2024. Parce que l'année passée, comme vous le savez, à un moment donné, on a mis une pause, étant donné que l'intervenant principal de cette émission était en voyage à l'extérieur du pays. Et il y a eu les vacances de Noël et bonne année, c'est normal. On vous a plus mis des rediffusions, mais des émissions qui étaient toujours d'actualité. C'était plus la problématique de la corruption en République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, nous traitons ces matières de droit avec l'ASBEL, les Salomon Justice et Promotion, par le truchement de Maître José Yombo Tipangila, qui nous a vraiment beaucoup gratifié, on peut dire, de sa sagesse et de son intelligence dans les domaines. Comme un expert des droits, nous continuons en cette année 2024 beaucoup de surprises, comme vous les verrez tout à l'heure là, en commençant par un sujet qu'on avait laissé à suspense, ou comme les francophones le disent en suspens, c'était les domaines fonciers. Alors aujourd'hui, on veut comprendre l'adage qui construit chez autrui, construit pour autrui. Souvent on l'utilise, mais on ne comprend pas les contours et les méandres. Alors, Maître José Yombo Tipangila, meilleurs vœux. Hein? Meilleurs vœux, M. Clément, bonne année. J'ai failli dire qu'on s'est vu il y a une année, non, c'était plutôt l'année passée. Oui, c'était l'année passée. À l'intersection, presque à l'intersection de 2 années. Là, c'est pour les téléspectateurs. Mais en privé, moi, j'ai bénéficié encore des matières des droits auprès de Maître José cette année même. Non, mais c'est un devoir de complémentarité. Vraiment. Moi aussi, j'ai bénéficié beaucoup du journalisme. Merci, merci. Oui. Alors, les Salomon Justice et Promotion, ça se porte bien? Oui, sans problème. Le Salomon Justice et Promotion, comme je vous l'ai toujours dit, s'investit plus dans la vulgarisation de droits. Il faut que les compatriotes connaissent leurs droits, il faut que nos compatriotes connaissent leurs devoirs. C'est dans ce sens que le thème d'aujourd'hui, probablement, pourra nous être utile, parce que je pense que vous avez énoncé le thème. Ouais. Oui. Qui construit chez autrui, construit pour autrui. Oui. Maître José, oui. Comment quelqu'un peut se permettre de construire chez autrui? Oui, mais évidemment, ces cas sont légion. Ah bon? Oui, oui. Il y a des gens qui construisent chez autrui par bonne foi. Ah bon? Oui. De bonne foi, ils construisent chez autrui. Tiens. Ou de mauvaise foi. Ah bon? Oui. Les gens, et toutes ces hypothèses-là, nous les rencontrons dans la vie de tous les jours. Ah bon? Alors, Oui. prenons la première hypothèse. Oui. Quelqu'un qui construit de bonne foi chez autrui. Oui, 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 oui. Quelqu'un peut construire de bonne foi chez autrui. Dans quelles circonstances? Il pensait être chez autrui et il construit. Plutôt, il pensait être chez soi, mais il construit. Dans quelle hypothèse? Allez-y. Vous avez un contrat de location avec l'État congolais, n'est-ce pas? Ce contrat a une durée de validité. Les contrats de location, d'ailleurs, que Maître José avait bien explicité dans les tout derniers numéros. Hein? C'était clair là. Oui. Voilà. Ce contrat vous donne 4 ans de validité. Et dans les 4 ans, vous avez l'obligation de la mise en valeur. Si vous ne mettez pas en mise en valeur, vous ne mettez pas la terre en valeur, l'État peut exercer ce qu'on appelle l'option de reprise. Ça veut dire quoi? L'État peut retirer la terre qu'il vous avait remise. Et dans ces conditions-là, il y a évidemment des conditions qui sont prévues pour exercer cette option de reprise, notamment la sommation. Mais il peut se faire qu'on vous ait sommé sans que vous vous rendiez compte, sans que vous ne receviez pour une raison ou une autre cette sommation. Et vous, vous estimez toujours être dans votre bon droit
de continuer à jouir de la parcelle de terre qui a été mise à votre disposition. C'est ainsi que vous vous mettez à construire. Lorsque la construction se termine ou en pleine construction, quelqu'un vient vous présenter un contrat pour vous dire, écoutez, cette terre m'a été remise par l'État. Regardez le nouveau contrat. Vous rentrez au service des cadastres ou au service des affaires foncières, vous trouvez que le contrat vous a déjà été retiré il y a 2 ans, par exemple. Vous comprenez, ce monsieur qui construisait pensait qu'il construisait chez autrui. C'est un constructeur de bonne foi. Il pensait qu'il construisait chez soi. Il pensait plutôt qu'il construisait chez soi. Ouais. Vous comprenez? Oh, il le faisait pour autrui. Or, il le faisait dans la concession d'autrui. Oui. Il ne le faisait pas pour autrui, mais il le faisait dans la concession d'autrui. Très bien, c'est une assez. Voilà un homme. Voilà une situation où quelqu'un, par ignorance, peut se retrouver dans une situation de construction chez autrui, mais de bonne foi. Alors, il y a aussi construit avec, dans ces domaines-là, les matériaux d'autrui et construit avec ses propres matériaux. Est-ce que vous pouvez nous donner l'explication dans ces 2 domaines? Oui. Vous êtes concessionnaire, Oui. propriétaire d'une concession. On vous attribue la concession. Vous faites les formalités. Vous payez tout. Vous avez un titre qui vous autorise à jouir de la concession. Mais il se fait que quand vous arrivez dans la concession, vous trouvez l'entreposage de bois, par exemple. Mais le bois est là. Ce n'est pas vous qui avez acheté le bois. Et au fil du temps, à cause des intempéries, vous remarquez tout de suite que mais le bois ici va totalement s'abîmer. Mais moi, je voudrais bien ériger une bâtisse, mais au lieu que ce bois ne s'abîme, je l'utilise. Vous commencez la construction, ainsi de suite, toiture, vous utilisez le bois que vous avez trouvé. Vous vous dites, au lieu que ça s'abîme, je l'utilise. Et je l'utilise, je tôle ma maison. Je suis dans ma concession, mais les matériaux de construction que j'ai utilisés ne m'appartiennent pas. Vraiment. Mais par bon sens, je me dis, au lieu que ça s'abîme, je les utilise. Et souvent, c'est après avoir utilisé que le propriétaire apparaît. Et qu'est-ce qui se passe alors? Mais en ce moment-là, il n'y a qu'une alternative. Laquelle? Vous devez payer le prix. Waouh! Parce que ne sait pas, d'une manière ou d'une autre, détruire la maison. Non, mais il est interdit aux propriétaires des matériaux utilisés de retirer ce qui lui appartient d'une construction. Il ne peut pas le faire, sinon il commet une infraction. C'est une destruction méchante. Alors, il y a aussi ceux qui construisent avec les propres matériels ou les propres matériaux chez autrui. Bien sûr. Mais ça, c'est la construction de quelqu'un qui, par erreur ou par mauvaise foi, va chez autrui et il construit. C'est des choses qui arrivent. Mais lorsque c'est de bonne foi, il faut toujours noter que la solution à donner au litige dépend de la bonne ou de la mauvaise foi. Alors, dans ces domaines, peut-on dire qu'il y a une bonne foi ou quand est-ce qu'il y a bonne foi? Non, mais il y a bonne foi, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il y a erreur, lorsqu'il y a bon sens, vous vous dites, on ne peut pas abîmer. Il y a aussi certains par ignorance. Oui, l'ignorance aussi. Vous ne saviez pas qu'on vous avait déjà retiré le contrat. Vous construisez pensant construire. C'est l'ignorance. L'erreur, c'est tout simplement ce que vous avez donné. Oui, mais l'erreur, il peut venir même des services de cadastre. Comment ça? Le service de cadastre vous montre un endroit qui a déjà été couvert par un autre certificat. Mais comme la concession est libre, vous vous mettez à construire sur un titre superposé.
C'est-à-dire qu'il y a un premier occupant qui peut-être est rentré au village pour refaire le moyen de venir mettre en valeur. Et pendant ce temps, les services des cadastres commettent l'erreur et superposent les titres. N'est-ce pas? C'est une erreur. Et vous vous mettez à construire pensant construire chez vous. Et le bon sens, dans ça, on dirait quoi? Comme oui, mais le bon sens, c'est lorsque vous voyez le matériau de construction qui s'abîme avec les intempéries. Vous vous dites, au lieu que ça s'abîme, j'utilise. Lorsque le propriétaire viendra, on va s'entendre. N'est-ce pas? Ça, c'est le bon sens. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas ignorance. Vous connaissez bien que le matériau de construction ne vous appartient pas. Mais vous voyez ce matériau devant vous en train de s'abîmer. Qu'est-ce qu'il faut faire? En bon père de famille, je me dis, bon, j'utilise. Et quand je les aurai utilisés, le propriétaire, au cas où le propriétaire viendrait les réclamer, en ce moment-là, on va s'entendre. Mais il y a une précaution à prendre parce qu'en droit... Quelle la précaution? Bon, écoutez, quand vous trouvez le bois, par exemple, qui ne vous appartient pas, avant de commencer à les utiliser, il faut les évaluer. Les évaluer. Il faut évaluer. Mais la personne a trouvé les bois entre les... Mais oui, mais pour autant que ce n'est pas votre bois, le bois ne peut quand même pas tomber du ciel. Pour autant que ce n'est pas votre bois, un homme prudent, avant de commencer à les utiliser, il appelle un OPJ. Venez faire le constat. L'OPJ fait le constat, il compte le nombre de pièces. Vous faites venir un expert, ça peut coûter combien? Il vous dit non, le chevron coûte autant, les madriers coûtent autant. Donc c'est pour une valeur de autant. Sur procès verbal. Vous levez copie et vous gardez. Lorsque le propriétaire de matériaux arrive, s'il veut hausser les enchères, il y a un procès verbal. Voilà, j'ai utilisé parce que c'était pratiquement abandonné dans ma concession et je ne pouvais pas laisser les matériaux de construction pourrir alors que moi j'avais besoin de les acheter. Maître José Motipangila, et s'il établit que les propriétaires de la concession est de mauvaise foi, qu'est-ce qui arrive? Je peux vous lire un article. Allez-y. Je peux vous lire un article s'il est établi. Que le constructeur est de mauvaise foi. Je pense que c'est l'article 23 du code foncier. Allez-y. Si celui qui a fait les travaux est un possesseur de mauvaise foi ou un détenteur précaire, l'État ou le concessionnaire a le choix ou d'exiger la suppression des constructions, c'est un choix, d'exiger la suppression de constructions, ouvrages et plantations aux frais de l'auteur et des dommages et intérêts s'il y a lieu, ou de rembourser soit la dépense, soit la plus-value, comme il est dit ci-dessus. Ça veut dire quoi? Il faut être clair avec nous. Hein? Oui, ça c'est le constructeur de mauvaise foi. Là, nous sommes presque en train d'anticiper l'hypothèse de construction de mauvaise foi. On va entrer dans les détails, allez-y quand même. N'est-ce pas? Lorsque de mauvaise foi vous construisez chez autrui, souvent on dit qui construit chez autrui, construit pour autrui. N'est-ce pas? Mais il y a des nuances. Des nuances. Il y a des nuances et il y a des exigences. Lorsqu'il est établi que vous êtes de mauvaise foi, on peut vous exiger d'enlever votre ouvrage. Ah bon? On peut vous exiger. Comment ça? D'enlever votre... Oui. Démolir? Démolir à vos frais. Et si c'était un immeuble de 5 ou 6 étages? Oui, mais vous avez construit chez autrui. Pourquoi pas faire la compensation, Maître José? Si je veux. Ce n'est pas un devoir. Ah bon? Si je veux. N'est-ce pas? Si je ne veux pas. Si je ne veux pas. Je fais démolir à vos frais.
Donc moi, les constructeurs de mauvaise foi. Vous le construisez. Oui, vous devez détruire à vos frais. Wow. Vous détruisez, vous amenez les déchets, vous payez les frais, vous payez tout ce qu'il faut et vous laissez la concession vide. N'est-ce pas? Vous dégagez même vous dégagez. Les débris là. Oui, oui, vous dégagez. Mais l'article 23, toujours dans son premier alinéa, il ménage un peu le constructeur de bonne foi. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui peut aussi construire sans le savoir. Oui. Ouais. L'article dit ceci. Lorsque des constructions, ouvrages et plantations ont été faits par un possesseur de bonne foi, avec des matériaux ou des végétaux lui appartenant, l'État ou le concessionnaire du fonds ne peut en exiger la suppression. Là, soyez clair avec nous. Ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire que lorsque quelqu'un construit chez autrui de bonne foi, même l'État ne peut pas lui demander de détruire. Il y serait, hein, Maître José. Il faut qu'on comprenne ça en profondeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'achète les matériaux de construction. Je veux construire là où je pensais être chez moi. Alors qu'il y a déjà un tiers à qui l'État a concédé ce titre. Donc, la terre appartient à quelqu'un d'autre. Mais moi, par erreur, l'erreur due à l'ignorance ou une erreur de service de cadastre, je me dis, je construis chez moi. Lorsque quelqu'un est dans cette situation-là, même l'État ne peut pas l'obliger à détruire l'ouvrage. Ah bon? Il ne peut pas obliger à quelqu'un qui a construit de bonne foi de détruire. C'est ça que la loi dit. La loi dit que ce soit l'État, que ce soit le concessionnaire, il doit rembourser au possesseur soit la valeur des matériaux ou des végétaux et le prix de la main-d'œuvre. Tout ce qu'il a dépensé, vous devez restituer. Donc, vous ne pouvez pas lui dire détruisez votre histoire, partez avec. Non, non. Je suis un constructeur de bonne foi. Vous ne pouvez pas m'obliger à détruire quelque chose que je construis de bonne foi. Des pertes énormes. Mais même l'État, qui se dit être propriétaire de la terre, ne peut pas vous exiger de détruire. Donc l'État est limité en ce moment. Il est limité. Tout ce qu'il doit faire, c'est rembourser ce que vous avez dépensé. De manière à vous permettre d'aller ailleurs. Tous les calculs seront faits avec les experts pour que la somme soit dégagée. Oui. Donc, en ce moment-là, l'État est limité. Le propriétaire du droit de concession, celui qu'on dit Mokolo Lopam, il est limité. Il est obligé de rembourser. Contrairement aux constructeurs des mauvaises foi qui construisent chez autrui. Oui. Le constructeur de mauvaise foi est dans une autre situation qui a été réglée à l'alinéa 2, que je vous ai lu tout à l'heure. Où il est dit qu'il a l'option. Quand on revient sur ça, c'est pour établir bien le parallélisme au sens des compréhensions. Oui. Ouais. Lorsque vous êtes de mauvaise foi, la personne qui souffre de cette mauvaise foi a deux options. Des options, lesquelles? Deux. Allez-y. Enlevez votre histoire. Première option. C'est ce que vous avez dit déjà. Oui. Enlevez votre histoire, partez. Et la deuxième? Je garde votre histoire. On négocie. On négocie. Ah bon? C'est ça que les gens semblent ne pas comprendre. Quand quelqu'un a construit chez vous, ça ne veut pas dire, vous ne pouvez pas dire non,
vous avez construit chez moi et puis cette maison commence à m'appartenir. Sans condition. Non, non. Vous devez, si vous estimez que vous devez garder l'immeuble, si vous estimez que vous devez garder l'immeuble, vous devez en payer le prix. Mais nous savons que dans la pratique, lorsque celui qui a souffert de votre mauvaise foi trouve que au finish, celui qui a raison, il va vous dire ah bon? Oui. C'est ainsi que vous verrez quelqu'un qui a construit chez autrui. On lui demande de démolir. Il a mal au cœur. Qui demande de démolir? C'est le propriétaire de la concession. Donc, quand vous osez lever l'option de remboursement, il vous dit, moi je n'ai pas d'argent pour vous rembourser. Dans la pratique, il y a certains constructeurs qui ont abandonné des bâtisses comme ça, des bâtiments. Ils abandonnent. Alors, à ce moment-là, on applique dans la profondeur ou en profondeur l'adage qui construit chez autrui, construit pour autrui. Oui. Pourquoi? Parce que le propriétaire a demandé, le propriétaire de la concession vous a demandé de détruire votre immeuble. Vous détruisez l'immeuble, vous payez le prix de la démolition, vous devez enlever les immondices. N'est-ce pas? Vous-même. Souvent, les gens qui ont construit dans ces conditions-là préfèrent abandonner. Mais... Et ça devient pour autrui. Et ça devient pour autrui. Vous avez construit. Vous avez construit chez autrui. Donc, mais s'il s'avère que vous êtes intéressé à l'ouvrage, vous devez payer le prix. Ouais. Vous devez payer le prix. En ce moment-là, il y a équilibre dans la chose. Il y a équilibre. Si vous n'êtes pas intéressé, alors... Venez détruire. Et puis, c'est facile. Appliqué à l'usurpateur. Oui. Vous l'appelez usurpateur? Oui, il a usurpé un droit qui ne lui appartenait pas. Ah bon? Oui. Il a usé d'un droit qui ne lui appartenait pas. N'est-ce pas? Oui. Et qu'en est-il de l'empiètement? Oui. L'hypothèse de l'empiètement n'est envisageable qu'entre voisins. Entre voisins? Oui. C'est envisageable entre les voisins. Soyez un peu clair, maître José. Donc, les deux parcelles ou les deux concessions sont contiguës. Voilà. Je me mets à construire, je dépasse un peu la borne de chez moi, d'1 mètre, et mes toilettes se trouvent dans votre parcelle. C'est un empiètement, n'est-ce pas? L'empiètement, je pense qu'il est aussi organisé. L'empiètement est aussi organisé. Donc, les voisins, oui, ils chipent ou ils volent un peu quelques millimètres ou quelques mètres de son voisin. Oui, ils volent, c'est peut-être pas le mot, mais ils empiètent. Vous êtes civilisé, maître José. Il y a de ceux-là qui volent. Non. Ils savent très bien qu'ici, où ils savent, si on peut utiliser le pluriel, ils savent très bien que ça appartient à l'autre. Mais de mauvaise foi, ils prennent ça. Oui, bon, mais le vol... Vous êtes avocat, hein, vous avez la pratique des droits, oui. Et ces histoires-là, vous les racontez. Oui, hein? le vol, c'est la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. Oui. On ne peut pas soustraire une parcelle. N'est-ce pas? Parce que le vol porte sur les choses qu'on peut déplacer. Déplacer. Et la parcelle, qu'est-ce qu'on va dire? Empiètement. Empiètement seulement. Oui. Ah bon? Il a empiété chez moi. N'est-ce pas? Ou il a construit sur ma concession. On ne dira pas en droit qu'il a volé ma concession. N'est-ce pas? Bon, c'est ce que nous utilisons plus. Là. Oui, oui, mais vous savez que les langues... D'autres iraient même loin, ils détournent ma partie parcelle. Bon, vous comprenez? Mais on parle d'empiètement. Oui, oui.
ou d'occupation illégale. Voilà. N'est-ce pas? Vous venez occuper une portion de terre plutôt, sans en avoir un titre. Occupation illégale. N'est-ce pas? Allez-y. Lorsque vous vendez une portion de terre qui ne vous appartient pas, ce n'est pas le vol, c'est le stélionnat. N'est-ce pas? Le vol, c'est pour des choses qu'on peut déplacer. N'est-ce pas? Alors, l'empiètement, qu'est-ce que la loi dit? Lorsque l'État ou le concessionnaire d'un fonds, en y faisant une construction ou autre ouvrage, a été empiété de bonne foi. Vous verrez qu'ici, en la matière... Cet article-là? Oui, c'est l'article 23 toujours. Ah oui. N'est-ce pas? La bonne foi revient encore. Lorsque l'État ou le concessionnaire d'un fonds, en y faisant une construction ou autre ouvrage, a empiété de bonne foi sur le fonds du voisin, celui-ci ne peut exiger la suppression de l'empiètement s'il est établi que le dommage qu'il éprouve est notablement inférieur à celui que le constructeur subirait par suite de la démolition. Ça, c'est très important. En ce cas, le juge attribue l'empiètement au constructeur à titre de droit réel, moyennant une indemnité à payer. Ça veut dire quoi? Allez. Vous êtes voisin. Mais il s'est fait que dans la construction, les limites n'ont pas été très visibles. Il s'est fait que les toilettes que vous avez construites se retrouvent chez le voisin. Le voisin est victime de l'empiètement parce que lorsque il va falloir rétablir les limites, vous trouvez qu'en rétablissant les limites, vos toilettes tombent. C'est tout de l'autre côté. Maintenant, la loi dit ceci. Dans ce cas-là, on va voir, est-ce que, en subissant l'empiètement, est-ce que vous perdrez plus que la démolition de l'ouvrage? Je ne sais pas si je me fais comprendre. En subissant l'empiètement, est-ce que vous perdez plus que la démolition de l'ouvrage? C'est-à-dire que le juge ou l'expert à qui on a soumis le litige va regarder. Il va apprécier. Il apprécie. Je dis, il a empiété de combien? Non, il a empiété de 80 cm. Et sur les 80 cm, il a construit quoi? Il a construit des toilettes bien faites, c'est beau, ça a une grande valeur. De sorte que si on démolissait, ça sera tout un mur de votre étage qui va s'écrouler. En ce moment-là, le juge donne carrément la portion de terre là au voisin. Mais le voisin doit payer. C'est ça la solution. Une sorte de contrepartie. Vraiment. Donc, vous voyez, chers téléspectateurs, comment est-ce que nous ignorons nos droits dans beaucoup de choses. Les gens s'entretuent pour des choses qui sont déjà réglées par les domaines des droits ou par la loi. Parce qu'il y a eu des voisins qui se sont bâtis et qui sont donnés des coups de poing au lieu de régler la chose dans la légalité selon les dispositions réglementaires. Allez-y, Maître Jésus. Oui, tout à fait. Parce que les cas d'empiètement sont très fréquents. Ouais. Si tous les Congolais sont vraiment, comme on dit, sans chaud. Il faut... Donc, petites choses, ils se fâchent au lieu de voir que c'est possible de régler ça dans des dispositions qui ont déjà été statuées par la loi. Oui, il faut aussi souligner le fait que quand vous avez affaire à un voisin constructeur de mauvaise foi, il faut écrire. Il faut quoi? Écrire. Écrire à qui? À celui qui construit. Ah bon? Directement? Vous devez lui dire, s'il vous plaît,
Les constructions que vous êtes en train d'ériger présentement, vous les érigez dans une concession qui ne vous appartient pas. S'il s'entête, vous faites de lui automatiquement un constructeur de mauvaise foi. Parce que vous le lui avez dit. Mais si vous croisez les doigts, vous dites qu'il termine. C'est lorsqu'il aura terminé que je vais lui montrer le contrat. C'est vous qui devenez de mauvaise foi. En ce moment-là, le constructeur devient le constructeur de bonne foi parce qu'il ne savait pas. Il était ignorant. Il peut vous démontrer, mes voisins, depuis tout ce temps que je suis en train de construire, vous ne me dites pas. Vous me laissez faire. Vous me laissez faire. C'est à la fin que vous venez me dire, non, la concession vous appartient. D'office, il est de bonne foi. Et on lui applique une solution d'un constructeur de bonne foi. D'un constructeur de bonne foi. Et en ce moment-là, vous ne pouvez pas prétendre récupérer l'immeuble ou obliger sa démolition. Parce qu'il faut comprendre que la démolition, c'est en fait une sanction que le propriétaire de la concession inflige à son voisin de mauvaise foi ou à un constructeur de mauvaise foi. S'il est de bonne foi, vous ne pouvez pas exiger la démolition. Vous vous mettez devant un problème de remboursement des impenses. Vraiment. N'est-ce pas? Maître José, oui. Vous savez, des choses pratiques, des choses vraies dans ces domaines fonciers et des circuits dans cette précision de l'adage qui construit chez autrui, construit pour autrui. Des gens qui ont débordé dans leur construction chez autrui, mais jusqu'à chez autrui. Les voisins, peut-être, étaient en voyage. La sentinelle ou qui ne savait pas comprendre tous les contours de la situation. Les voisins reviennent peut-être du Kassai ou du Congo-Brazza ou d'ailleurs. Et il appelle ces géomètres, ou qu'est-ce que vous appelez? Il revoit les calculs. Non, on m'a piqué quelques 2 mètres. Mais l'autre a construit, ça fait 5 ans. Les voisins là qui est revenu avaient seulement mis la parcelle en valeur avec un petit bâtiment là. Il y avait une centenaire qui surveillait. Au cabane de chantier. Avec ces délais-là de 5 ou 10 ans, est-ce que les voisins pourraient encore récupérer sa parcelle qui a été, vous avez dit quoi, empiétée, hein, pour ne pas dire volée, oui. Comment ils devaient faire tout ça? Oui. Les délais, c'est 5 ans, 10 ans, mais c'est pas que les voisins aient laissé l'autre construit comme ça, a laissé livrer court. Mais il était en voyage. Mais il était en voyage. Oui. Et la sentinelle était ignorante. Oui. Alors là, ça se passe comment? Non, mais la situation est bien décrite par la loi. Ah bon? Allez-y. Cet empiètement est de bonne foi. De bonne foi. Oui. Alors, quand vous parlez de la durée dans le temps, dans quel temps il peut réclamer? Voilà. En matière d'immeuble, il n'y a pas de prescription. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas le fait que vous ayez habité dans une maison d'autrui pendant plusieurs années et que le propriétaire soit en voyage, même pendant 20 ans, même pendant 30 ans, pour que vous commenciez à dire non, moi j'ai fait longtemps ici, hein, cette maison commence à m'appartenir. Non. La maison reste, l'immeuble reste toujours propriétaire de celui qui a construit. Maintenant, qu'est-ce qui peut changer? Vraiment. C'est le temps dans lequel il vous est demandé d'agir en justice. Cette action-là, dans le temps, l'action où vous pouvez vous dire, voilà, je vais devant la justice pour réclamer ma maison. N'est-ce pas? Oui. Ce temps-là est de 30 ans. De 30 ans? La prescription est trentenaire. Ah bon? 3 décennies? Oui, 3 décennies. C'est-à-dire que
vous voyez, là, nous allons probablement entrer dans une autre matière qu'on aura développée. Vous avez mal acheté. N'est-ce pas? Vous avez mal acheté une maison. À supposer que c'était une maison des héritiers. Un héritier ou un groupe d'héritiers, ils sont au nombre de 5. 2 vous vendent et les 3 ne savent pas que l'héritage a déjà été vendu. Donc, tous les héritiers n'ont pas été mis en contribution. Tous les héritiers, parce que lorsque la succession n'est pas organisée, il faut toujours faire attention. Parce que retourner, hein? Oui. C'est pourquoi la succession doit être organisée. Ça veut dire qu'il faut nommer un liquidateur. Comme vous l'avez expliqué dans d'autres numéros de lorsqu'il n'y a pas de liquidateur. Oui, quand on parlait des titres immobiliers, etc. Voilà. Lorsqu'il n'y a pas de liquidateur, vous devez être sûr que vous avez traité avec tous les héritiers. D'un commun accord. Oui. Et ces héritiers-là, ça peut être des enfants du premier lit et tous les autres enfants reconnus par le défunt. Versés dans un protocole d'accord. Tous doivent être là. Mais quel est cet acheteur qui peut savoir? Non, le défunt ici, il y avait un enfant à Selembao, il avait 3 à Massina, mais il est allé vivre en Europe avec une autre femme. Ça devient compliqué. C'est pourquoi il faut passer par un liquidateur. Mais à supposer que vous n'êtes pas passé par un liquidateur, vous avez acheté la parcelle, n'est-ce pas? Vous y avez vécu pendant 25 ans. Et après 25 ans, un héritier surgit pour vous dire, écoutez, ça c'est la maison de notre père. On ne vous a jamais vendu. Comment vous y habitez? Non, mais écoutez, moi j'ai acheté de tel et de tel. Mais ce sont nos frères. Ils ont vendu à notre insu. Non. Ils vous disent, nous, on ne connaît pas ça. Nous, on ne connaît pas ça. C'est ainsi que vous voyez quelqu'un, il a acheté une parcelle depuis 25 ans, il a habité, il a épousé, il a eu des enfants, pour le commun des mortels. Ah, où est la parcelle est à Clément? Bano union so babotami kakawa. Vous comprenez? Bano union so babotami kakawa. En tout cas, ils ont parcelle naïe. Attention. C'est lui qui a un droit sur l'immeuble. Il peut le réclamer pendant 30 ans. Revenir sur cette vente-là. En tout cas, un délai raisonnable pour aider les gens. Oui, c'est-à-dire qu'il peut revenir et obtenir l'annulation de la vente. Ça pèse beaucoup d'esprit à Maître José Yomoutsouan. Mais oui. Comment vous aider la population? Oui, il peut revenir 30 ans. C'est question de connaître ses droits. Mais il faut connaître pourquoi. Et il faut bien acheter. Vraiment? Il peut revenir. Il faut bien acheter, mais aussi bien vendre. Oui. Il peut venir après 29 ans. Mais s'il vient après 31 ans, qu'est-ce qui va arriver? Oui, c'est intéressant ça aussi. Après 31 ans, par exemple. Oui, après 31 ans, lorsqu'il va devant les cours et tribunaux pour réclamer la parcelle, n'est-ce pas? Quand il va devant les cours et tribunaux pour réclamer la parcelle, on dit que son action est irrécevable. Là, vous nous ramenez dans les jargons L'action est irrécevable. Dans les jargons de la loi électorale qu'on vient de vivre là. L'action est irrécevable pour prescription. Donc l'action, le droit là est décédé. Il est de 30 ans. Le délai expiré. Hein? Délai a expiré. Donc vous pouvez perdre dans ce sens-là une parcelle. Parce que vous ne l'avez pas réclamé dans le délai. Votre action devient irrécevable. Vous voyez? Mais j'avais ajouté quelque chose pour qu'on puisse citer par là. Deux familles. Il y a une grande sœur et sa petite sœur. Maintenant, la petite sœur qui se trouve être aimée et habite avec son homme commence à avoir des enfants avec cet homme-là. Elle avait une parcelle ou une maison qu'il laisse, n'est-ce pas?
à la disposition de sa grande sœur. Sa grande sœur habite avec ses enfants. Maintenant, la petite sœur, je pense que vous me suivez très bien, Maître José, décède après les décennies, tout ça. Mais avait confié les documents de la maison à sa grande sœur. Et les enfants de la petite sœur, ayant considéré la grande sœur qui est Maman Kouloutou, comme vous savez, c'est un titre de beaucoup de respect et de considération, ne demandent même pas à Maman Kouloutou les documents de la maison de leur mère. Mais par la suite, la grande sœur aussi décède, de Maman Kouloutou décède. Est-ce que les enfants de la petite sœur, la propriétaire par excellence de la maison, qui était déjà morte avant sa grande sœur, auraient droit de récupérer le document entre les mains des enfants de la défunte aussi grande sœur? C'est possible. Mais c'est une évidence. C'est une évidence. Quand on parle du titre, ça veut dire que c'est un document qui vous donne des droits. Des droits. N'est-ce pas? La détention d'un titre de propriété ne fait pas de vous propriétaire. Voilà. Là, c'est clair. N'est-ce pas? Vous êtes propriétaire si votre nom se retrouve sur les titres. Et on dit, en fait d'immeuble, la possession ne vaut pas titre. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas le fait de posséder les titres parcellaires qui fait de vous propriétaire. Très bien. N'est-ce pas? Mais c'est le contraire en matière de meubles. En matière de meubles, la possession vaut titre. C'est-à-dire, quand j'ai un véhicule, moi je suis en train de conduire un véhicule, il y a une présomption que c'est votre véhicule. N'est-ce pas? Il y a une présomption que c'est votre véhicule. Vous avez votre poste de radio. En train de vous promener avec votre poste de radio. Que les gens aiment. Vous avez votre appareil. Vous utilisez l'appareil. Quelqu'un vient vous demander, dit, montrez-moi la facture de cet appareil. Non. Vous lui dites que c'est mon appareil parce que c'est moi qui possède ça. La possession vaut titre. Comme je possède ça entre mes mains, c'est présumé m'appartenir. Là, ce sont les meubles. Là, ce sont les meubles. Mais les immeubles. Mais les immeubles, la possession ne vaut pas titre. Juste vous relancer un peu, c'est là où on va chiffrer. Mais la propriétaire avait négligé de mettre sur les noms de ses enfants les documents. Les enfants maintenant s'agissent pour réclamer. C'est possible? Non, mais le titre est au nom de la défunte. Mais la loi organise la succession. N'est-ce pas? La loi organise la succession, mais ça c'est évident. La loi vous dira, bon, écoutez, lorsque le défunt ou la défunte a laissé une seule maison, cette maison appartient aux enfants. Ça c'est la loi. Maître José Yombotipangila, vous savez, j'ai souri même parce que, en tout cas, vos réponses sont tellement limpides, si bien qu'il n'y a pas de confusion. Et puis là, je rentre dans des matières qu'on avait vues précédemment. Oui, bon, les titres immobiliers, tout ça, où on a parlé de beaucoup de choses par rapport à la succession, tout ça. La répétition est la mère des sciences, comme on dit. Chers amis téléspectateurs, voilà un domaine, un terrain vraiment, excusez-moi l'expression, permettez-moi l'expression, où on apprend les droits sans passer par l'université. Au moins au sens de comprendre la pratique des droits. Parce que les experts, ce sont eux, les avocats, les magistrats ou encore, grosso modo, les juristes. Et avec Maître José, nous allons encore avoir des surprises. Maître José, je vous ai invité là aujourd'hui. D'accord, merci. À la prochaine opportunité, bonsoir. Okay.